Donc voilà, à ma droite se trouve Stéphanie, donc ma collaboratrice à Singapour. Et pour ceux qui m'ont posé la question par email ou par Messenger, je suis effectivement rentrée de Paris où j'ai passé tout mon temps depuis mi-septembre sur différents travaux. Et je suis donc arrivée à Singapour pour aujourd'hui faire ce Facebook Live et rencontrer différentes personnes sur Singapour et dans la région. Alors, vous donner un petit peu d'informations sur ce que j'ai fait depuis le mois de septembre. D'abord, j'ai bien reçu tous vos messages et je vais y venir. Je vais prendre aussi vos questions en direct. Vous indiquez donc depuis septembre, vous avez peut-être les uns et les autres vu différentes vidéos sur la page Facebook. Avec en préambule toutes mes excuses aussi pour ceux qui sont en Chine, qui m'ont signalé les difficultés d'accès effectivement à Facebook. Je le sais. Nous y travaillons, nous essayons de chercher une solution. Sachez que pour ceux d'entre vous qui sont en Chine, et je sais qu'en plus, l'accès à certains VPN va être encore plus strict à partir du 1er janvier. Tout ça, nous le savons. Nous sommes en train de rechercher des solutions. Sachez que pour avoir des moyens de communication avec vous en Chine, les autorités chinoises nous imposent d'être résident chinois en Chine, d'avoir un numéro de téléphone chinois pour pouvoir mettre en place des choses. Donc évidemment, je ne suis pas en Chine, je n'ai pas de numéro de téléphone chinois. Donc voilà, donc avec vos conseillers consulaires de Chine, nous essayons de trouver des solutions techniques pour pouvoir communiquer avec tous les Français de Chine. Ensuite, donc, ce que j'ai fait depuis le mois de septembre, vous les avez vus donc, sur des vidéos sur Facebook, vous dire aussi que vous retrouverez aussi toutes ces vidéos dans les jours qui viennent sur le site internet anjenoté.fr qui sera mis en ligne dans les tout prochains jours. Donc ce que j'ai fait, après les 2 déplacements officiels en Corée et en Indonésie, à l'Assemblée, j'ai travaillé sur plusieurs sujets, essentiellement sur le budget du ministère des Affaires étrangères, pour lequel j'étais rapporteur pour avis, c'est-à-dire qu'on nous a envoyé, c'était très tard d'ailleurs, on nous a envoyé début octobre, le budget prévisionnel pour 2018, donc ce que le ministère des Finances accepte de donner comme moyen au ministère des Affaires étrangères pour l'année 2018. Il y a un député à la commission des Finances qui était chargé de regarder en détail toutes les lignes, comment il jugeait ce budget sur un plan strictement financier. Et moi, j'étais là pour donner une perspective plus politique, plus globale sur ce budget. J'étais donc là pour donner un avis de la commission des affaires étrangères, avec un angle affaires étrangères. Et donc les 2 parties du budget que j'étais censée regarder, que j'ai regardé attentivement, étaient notre réseau diplomatique d'un côté et notre réseau consulaire de l'autre. Donc ça vous concerne vous directement. J'ai directement travaillé sur des sujets qui sont en lien avec la place des Français dans le monde. J'ai donné un avis, vous enverrez donc la vidéo avec les différents détails. J'avais fait 14 recommandations en sachant globalement ce qui se passe, c'est que le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères se laisse un peu mener par le ministère des Finances, un peu je suis gentille, et a du mal à expliquer au ministère des Finances quels sont ses besoins réels, donc quels sont vos besoins, quels sont nos besoins à l'étranger. Monsieur Le Drian s'est très bien défendu puisqu'il a réussi à maintenir un budget constant pour cette année, alors que Bercy voulait encore lui baisser son budget. Mais ça ne suffit pas, ça laisse quand même des difficultés dans certains secteurs. Donc nous serons là toute l'année pour appuyer Monsieur Le Drian dans la défense des moyens qu'on lui donne et essayer de faire en sorte que notre réseau diplomatique reste le même et reste aussi influent et que notre réseau consulaire ait les moyens de travailler correctement. Alors là, je peux vous dire qu'on en est un petit peu loin, il y a encore des difficultés. Le réseau consulaire a quand même, il est vraiment à l'os, comme le dit l'un des membres du cabinet de Monsieur Le Drian. Alors, j'ai bien reçu toutes vos questions et par écrit déjà, il y a toutes les questions que vous allez nous poser là pendant le live. On va commencer. Alors Stéphanie, quelles sont les premières questions qu'on a reçues par Internet? Alors, nous avons reçu une question à plusieurs reprises autour de la CSG-CRDS. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu quelle est la situation et comment cela évolue? Ah oui, alors, la CSG-CRDS. Alors, j'ai eu effectivement, même indépendamment du live, j'ai eu pas mal de questions régulièrement qui reviennent par email. Et je vous remercie pour toutes vos questions. Alors, la CSG-CRDS, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a tous ceux d'entre vous qui possèdent des biens immobiliers ou mobiliers et qui sont donc imposés maintenant à la CSG-CRDS depuis un tour de passe-passe, il n'y a pas d'autre mot, qui a été fait par le précédent gouvernement en 2012 pour récupérer ce prélèvement. Donc ce prélèvement qui était une contribution sociale
qui, par un jugement en Europe de la Cour européenne de justice, fait que ceux qui sont dans un pays européen, on est là, part de l'Union européenne, ont pu avoir le remboursement des cotisations prélevées et ne sont plus soumis à cette CSG-CRDS dès lors qu'ils sont dans un pays de l'Union européenne avec lequel il y a un partenariat de sécurité sociale et ils payent les cotisations sociales dans leur pays de résidence. Donc du coup, ça leur a été enlevé pour la partie qui concerne leurs biens immobiliers ou mobiliers français. Mais pour nous qui sommes hors Union européenne, nous sommes toujours soumis à ça puisque ce prélèvement a été basculé, n'est plus une contribution, est devenu finalement un impôt déguisé. Il a gardé le nom de CSG, mais c'est devenu un impôt déguisé. Donc, ce qui a été fait, tous les députés français de l'étranger de la majorité, nous sommes 8, La République En Marche et un Modem, avons œuvré auprès du gouvernement, auprès de M. Darmanin, ministre des Comptes Publics, pour faire en sorte qu'ils comprennent que c'est tout à fait injuste et qu'on voudrait supprimer. Nous, on a travaillé pour la suppression. Et ça, on a une fin de non-recevoir. Ils ne veulent pas du tout en entendre parler pour le moment. Donc, on a essayé de faire valoir que dans ce cas-là, qu'au moins, ils ne nous imposent pas l'augmentation. On n'a pas eu gain de cause non plus. Ensuite, on a demandé, on a du coup déposé 2 amendements parce qu'on voulait quand même exprimer notre désaccord avec ces choix du gouvernement. Et nous avons déposé 2 amendements, un pour monter le plafond de l'imposition sur les plus-values à la CSG. Quand on revend un bien immobilier, la plus-value qu'on fait était soumise à CSG également, et sauf que la partie jusqu'à 150 000 € était exonérée. Et là, on a déposé un amendement pour que ce soit jusqu'à 250 000 €. Ça a été refusé, ça a été retoqué. On avait bon espoir au départ, et puis au dernier moment, il a été refusé par le gouvernement. L'autre amendement que nous avons déposé, dont vous avez vu la vidéo, c'est de supprimer complètement la CSG. Donc ça a été refusé par la commission des finances d'une part, c'était les affaires sociales, pardon, et donc la commission des affaires sociales dans laquelle le groupe, la majorité présidentielle est majoritaire, et le rapporteur pour avis, qui est La République En Marche, a donné donc un avis défavorable à cette suppression, et du coup la totalité du groupe La République En Marche a suivi. Et c'est pour ça qu'en hémicycle, quand nous avons présenté l'amendement, nous étions juste 8 à défendre notre amendement, et l'ensemble du groupe La République En Marche était prêt à voter contre. C'est pour ça qu'on a retiré l'amendement, parce que derrière on a tracté en disant « Attendez, vous êtes gentils, mais nous, à l'étranger, nous avons été majoritairement à élire M. Macron, qui s'était engagé à ce qu'on reconsidère et qu'on révise un petit peu, qu'on revisite ce problème de l'imposition à la CSG. Et du coup, on a obtenu... Nous avons négocié, nous avons demandé que soit faite une étude sur cette CSG. Et cette étude sur la CSG va donc s'intégrer à une mission plus large qui ne sera pas seulement la CSG, mais qui sera aussi la protection sociale, puisque là aussi j'ai beaucoup de questions sur la protection sociale des Français dans le monde. Voilà, donc pour vous dire que cette CSG sur les biens immobiliers et mobiliers, en l'état, hélas elle reste, hélas elle va être soumise à augmentation. Mais sachez qu'on ne lâche pas le morceau et qu'on va les tanner pour que les choses avancent sur ce sujet. Ça ne sera pas pour 2018, mais on ne laisse pas tomber du tout. Et vos messages, vos emails sont un message de plus qui nous permet d'aller encore une fois vers le gouvernement en disant « Regardez, on vous a dit que les électeurs étaient très attentifs et l'exigeaient, donc vos messages, vous pouvez continuer à nous en envoyer. Moi-même ou tous mes collègues députés de la majorité, allez-y, ça appuiera nos démarches. Donc n'hésitez pas. » Ensuite, il y a un autre sujet pour cette CSG. J'ai été beaucoup interpellée par des retraités qui prennent leur retraite à l'étranger et qui touchent une retraite de source française. Donc on leur verse une pension de retraite alors qu'ils se trouvent résider à l'étranger. Et là, il est apparu, quand j'ai fait des recherches sur le sujet, qu'un certain nombre de caisses de retraite semblent prélever de la CSG sur ces retraites de source française, sur ces pensions de retraite, alors que la loi est très claire, il ne doit pas y avoir de CSG prélevé sur les retraites de source française. Donc pour clarifier ce point, j'ai d'ailleurs des électeurs qui m'ont écrit, j'en ai un ces jours-ci d'ailleurs, qui m'a précisé qu'il a pu obtenir le remboursement de la CSG injustement prélevée pendant les années 2015 et 2016. Donc pour vous aider, je vais préparer un message à l'ensemble des pays dans lesquels il y a une majorité de retraités, qui sont la Thaïlande, les Philippines, le Vietnam, l'Indonésie. À vous, je vous enverrai un courrier par voie électronique. Donc, pardon à ceux qui ne sont pas retraités, qui auront un message qui ne les concerne pas, mais je ne peux pas faire le tri entre les retraités et les pas retraités. Et à vous, je vais vous envoyer donc un message qui rappelle le texte de loi précisément, et je vous joindrai à cela une lettre type de contestation pour votre caisse de retraite. Et de mon côté, côté France, j'interviens, j'enverrai un courrier aux différentes caisses de retraite pour leur expliquer et leur rappeler
qu'elles ne doivent pas effectuer ce prélèvement. Voilà ce que je voulais vous dire pour la CSG et ce qui s'est passé récemment et ce que je vais faire. Ce courrier, ce email, ce sera début décembre. Est-ce qu'on a d'autres questions, Stéphanie? Quelles sont les autres questions? Nous avons donc plusieurs citoyens qui vivent loin des consulats ou ont des difficultés à y accéder et ont de nombreuses questions au sujet des attestations de vie. Ah, les certificats d'existence. Alors, les certificats d'existence, c'est un sujet qui m'a très vite été rappelé. Donc, pour ceux qui peut-être ne sont pas tout à fait concernés, juste pour vous donner le contexte où vous compreniez, il s'agit ici, là encore une fois, des retraités qui touchent une retraite de source française et leur caisse de retraite leur demande, une fois par an, d'apporter la preuve qu'ils sont bien en vie. En France, il faut savoir que quand une personne décède, le décès est automatiquement transmis à la caisse de retraite. Si la personne décède à l'étranger, la caisse de retraite n'en est pas informée. Et il s'est avéré qu'il y a quelques années, les caisses de retraite ont découvert des fraudes extravagantes avec des gens qui vivaient très âgés. Et pour lutter contre ces fraudes, a donc mis en place un système de certificat d'existence. Le souci, c'est que les caisses de retraite, au lieu de prendre le problème elles-mêmes, puisque c'est un problème qui se pose à elles, et trouvent elles-mêmes une solution, se sont appuyées sur les consulats et ont dit après tout il y a des consulats, qu'ils aillent voir le consulat, si le consulat me fait un papier, ça me suffira très bien. Résultat, les consulats se retrouvent avec une charge de travail supplémentaire pour laquelle ils ne reçoivent aucune rétribution et finalement les caisses de retraite vivent très confortablement avec un protocole qui est mis en place qui les arrange. Sauf que ce protocole pose aussi des problèmes à tous ceux qui habitent loin des consulats et qui sont extrêmement nombreux. Tout le monde n'habite pas en face du consulat ou dans le même pâté de maison. Donc le sénateur Olivier Cadic avait déjà essayé de travailler sur le sujet, faire réfléchir les caisses de retraite qui semblent extrêmement réticentes et frileuses parce que c'est confortable pour elles, elles ont un système qui fonctionne bien et qui ne leur coûte rien et qui reste un inconvénient pour ceux qui l'utilisent. Donc j'essaye de rechercher, je vous ai fait un appel sur Facebook il y a quelques temps pour vous aider à vous demander si vous aviez des solutions, parce que je pense que les solutions peuvent aussi venir de vous. Comment prouver qu'on est bien en vie par un moyen simple et qui soit réalisable depuis le domicile de la personne là où elle se trouve, qu'elle n'ait pas besoin de se déplacer chez quelqu'un, même pas chez un médecin local ou je ne sais pas quoi, une autorité locale. La personne seule chez elle, comment peut-elle prouver qu'elle est effectivement bien en vie? Donc nous sommes en train de chercher partout. Vous m'avez apporté quelques pistes de réflexion. Moi j'ai rencontré une société spécialisée en sécurité informatique à qui j'ai soumis le problème et j'attends ses conclusions, son retour. Donc je vous tiendrai au courant. Là aussi, n'hésitez pas, continuez à m'informer de ce souci. Je travaillerai avec le sénateur Cadic sur le sujet et avec mes autres collègues députés français de l'étranger. Et je veux absolument trouver une solution parce que moi, de mon côté, pour avoir travaillé sur le budget des consulats, je trouve profondément injuste que les consulats aient cette charge supplémentaire. Vraiment, ils n'en ont pas besoin compte tenu de la quantité de travail qu'ils ont et des moyens qu'on leur donne. Donc au plus vite, on aura trouvé une solution. Au mieux, ce sera pour tout le monde, pour vous qui avez besoin de fournir ce certificat, pour les consulats. Donc, on a hâte de trouver une solution. Voilà. Nous avons une question en direct de Patrick qui explique qu'il souhaiterait mettre son enfant à l'école française, son fils de 2 ans, mais que les frais d'écolage sont très élevés et certainement trop élevés pour pouvoir le faire. Est-ce que tu pourrais nous détailler un petit peu l'évolution des frais d'écolage et éventuellement aussi le sujet des bourses? Alors, concernant les frais d'écolage, il faut savoir que donc on a le réseau des écoles françaises, l'éducation française, on va dire, disponible à l'étranger. Pour faire simple, il y a trois possibilités. La première, ce sont les lycées du réseau AEFE qui sont ce qu'on appelle en gestion directe. Il y en a quelques-uns, il y en a 2 au Vietnam, il y en a un en Chine, il y en a un en Russie, pour citer que quelques-uns, et qui là ont des frais d'écolage effectivement importants, mais moins importants que le deuxième type d'établissement, qui sont les établissements conventionnés ou partenaires, et qui là sont gérés par un comité de gestion de parents. Il faut savoir que même si l'AEFE leur donne une subvention ou les aide pour les postes de certains enseignants, malgré tout, la plus grosse partie de la facture doit être supportée par les parents. Et dans cette facture, il y a la partie éducation et la partie locaux, bâtiments, entretien, extension, etc. Donc, dans ces établissements-là, la plus grosse facture est à fournir par les parents. Pour juste replacer un petit peu bien, donner la totalité du contexte, un petit écolier en France, à peu près de la maternelle, alors plus on monte en âge, plus le coût sera élevé, mais il a un coût
que nous ne voyons pas dans l'école publique, puisque nous mettons nos enfants à l'école, nous n'avons rien à payer. En école primaire, il faut savoir que les enseignants sont financés par l'éducation nationale, et ensuite les fournitures scolaires et les locaux sont financés par la mairie. Au niveau des collèges, ça sera financé par le département, et au niveau des lycées, ça sera financé par la région. Le coût d'un élève, grosso modo en France, c'est de l'ordre un minimum de 7 000 € par an. Nous ne le voyons pas et nous le finançons avec nos impôts, puisque étant en France et résidant français, nous contribuons à la richesse nationale via l'impôt. Ici à l'étranger, c'est plus élevé puisque, outre le côté purement éducatif, il y a aussi d'abord les enseignants peuvent avoir un coût légèrement supérieur à ce qu'ils peuvent être en métropole, mais surtout on a aussi tout le côté bâtiments, infrastructures qui en France seront payés, comme je vous l'ai dit, soit par la commune, soit par le département, soit par la mairie. Donc c'est pour ça que la facture totale est plus élevée à l'étranger qu'en France. Et le problème, c'est qu'en plus nous, eh bien, étant à l'étranger, si nous percevons nos revenus ici, nous ne contribuons pas à la richesse nationale. Donc il n'est pas du tout imaginable que l'école à l'étranger devienne gratuite pour les petits Français. En l'état des finances publiques, ça n'est pas possible. Ça serait un beau rêve, mais il faudrait vraiment que les finances publiques de métropole soient très différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on doit rester dans ce schéma où les parents supportent la majeure partie, pour ne pas dire la totalité, la quasi-totalité, de la facture de la scolarisation d'un enfant. Du coup, pour répondre à ça, l'État français, il n'y a que 2-3 autres États en Europe qui le font, proposent un système de bourse scolaire. Il y a une enveloppe de bourse scolaire, il faut répondre à certains critères. Les critères, on peut parfois les juger stricts, mais l'enveloppe globale pour la totalité des bourses scolaires dans le monde représente un montant de 110 millions d'euros. Et il y a des critères pour pouvoir prétendre aux bourses. Ce n'est pas un système tout ou rien, c'est-à-dire qu'en fonction des revenus, il y a une quotité de bourse qui est attribuée, qui peut être de 100% des frais d'écolage pris en charge, jusqu'à, la plus petite quotité, c'est de l'ordre de 5%. Voilà, on peut donc apporter une aide à la scolarité avec ces bourses. Il faut aussi savoir que la procédure est un petit peu complexe et il faut pratiquement postuler pratiquement un an avant pour pouvoir prétendre à une bourse. Le système est assez complexe. Mais en tout cas, il faut quand même se réjouir du fait que ça existe. Donc ça, c'est les deux systèmes, c'est-à-dire AEFE en gestion directe ou conventionné partenaire, où les parents supportent la quasi-totalité de la facture et pour lequel, du coup, il y a un système de bourse qui peut aider. L'autre système, quand on ne peut pas avoir accès à ça, je suis consciente du fait que dans un certain nombre de pays, nous n'avons pas accès à l'école locale, soit parce que la langue est un obstacle vraiment très fort, ou l'écriture, surtout quand un enfant arrive en cours de scolarité, soit parce qu'il y a des pays, c'est le cas ici à Singapour, où accéder à l'école publique locale pour un étranger, c'est pas impossible, mais quasiment impossible. Donc on sent que les Singapouriens ne souhaitent pas recevoir des étrangers dans leurs écoles, c'est leur choix. Et il y a d'autres pays qui sont dans ce cas-là. Donc du coup, nous ne pouvons pas non plus nous reposer sur le système local. Donc la dernière solution, c'est de passer par un système d'enseignement à distance de type CNED. Et sachant que le CNED accepte de scolariser un enfant, même si localement il y a une école française, quand on explique que les frais de scolarité sont trop importants, il y a des discussions possibles et le CNED accepte de prendre en charge ces enfants-là. Ça n'est pas pleinement satisfaisant, il n'y a pas le groupe classe, mais ça permet quand même d'accéder à une éducation française et ça permet aussi de faciliter l'éventuel transfert vers une autre école quand on déménage, que ce soit un déménagement dans un autre pays ou un déménagement retour vers la France. Donc voilà, c'est imparfait, c'est insatisfaisant, en tout cas pas complètement satisfaisant, mais au moins ça existe. Comment faire baisser ces frais d'écolage ? Très honnêtement, je n'ai pas la solution. Moi, députée, je n'ai aucun, mais vraiment zéro impact sur cette facture. Je ne suis pas au comité de gestion, je ne peux pas du tout peser. Vous avez vos représentants consulaires qui sont membres des conseillers consulaires, élus, vos élus qui sont présents à la commission des bourses, qui vous connaissent, donc c'est eux qu'il ne faut pas hésiter à aller voir si vous avez un dossier de bourse en perspective, si vous hésitez à postuler, vous posez des questions, n'hésitez pas à aller les voir pour leur poser la question. Ensuite, vous avez des représentants du consulat qui sont présents
du côté administratif de l'école, mais très franchement, pour peser, pour faire baisser les écolages, ils ont des frais, ils ont des obligations de structure, d'enseignants, etc. C'est extrêmement compliqué. Et moi, en tout cas, j'ai pas de poids. Je ne peux pas du tout agir du tout. Il faut savoir aussi, sachez aussi une chose, vous pouvez peut-être en informer vos établissements là où vous êtes, qu'aux États-Unis, par exemple, où les frais d'écolage sont non pas élevés, mais extravagants, appelons un chat, l'AEFE, pour les bourses, a mis un plafond, c'est-à-dire que pour calculer la quotité de bourse, elle ne prend pas en compte la totalité de la facture et il y a toujours un reste à payer. En plus de la bourse, il y aura un reste à payer pour les parents. Donc ça, c'est un moyen peut-être d'agir auprès des gens en disant n'allez pas trop loin parce que sinon vous allez faire sortir du circuit plein d'enfants qui n'auront pas accès au réseau des écoles françaises. Sachez aussi que moi j'ai demandé à l'administration en France, au ministère des Affaires étrangères, de mettre en place un système qui permette de suivre le nombre de familles qui ont décidé de retirer leurs enfants du système parce qu'elles le trouvent trop cher. Parce que j'ai eu en face de moi un discours qui est de dire « Oh non, 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 ça concerne très peu de familles ». Moi, j'en suis pas si sûre. Et je ne crois que ce que je vois. Donc je leur ai dit que je voulais un système de comptage. Je veux qu'on ait la donnée précise de combien de familles ont dû se résoudre à enlever leurs enfants de nos écoles parce que la facture était trop élevée. Ça, c'est un élément fort que je veux pouvoir présenter, avec lequel je veux pouvoir discuter avec l'administration en France. Voilà pour les frais d'écolage. Nous avons reçu ensuite en direct une question de Marie-Claire qui nous explique qu'aujourd'hui il est impossible de valider son stage de CAPES ou d'agrégation depuis un lycée français de l'étranger, ni de bénéficier d'un report de stage. Que serait-il possible de faire afin de faire évoluer cela? Alors, je ne le savais pas dans le cas du CAPES, mais j'ai eu vent de situations assez similaires pour des enseignants qui avaient passé le concours et qui devaient faire un stage, et il leur a été refusé alors qu'ils habitaient depuis longtemps dans un pays, ils étaient employés en contrat local, ils ont passé le concours en France, et ensuite la période qui suit d'un an est faite sous forme de stage, et initialement il était autorisé qu'ils viennent faire le stage dans leur pays de résidence, où se trouve leur famille en général, et ça a été refusé là à la rentrée. Et j'ai cru comprendre que le ministère de l'Éducation nationale restait très ferme sur ses positions. Je vérifierai auprès de ma collègue Samantha Casbonne, qui est celle députée française de l'étranger pour l'Espagne et le Portugal, qui suit ces dossiers enseignement de très près. J'ai compris de Samantha, mon information remonte à quelques semaines, que l'Éducation nationale restait stricte et ne voulait absolument pas permettre de la réalisation du stage dans le pays de résidence, alors même qu'il s'agit de personnes qui ont leur famille dans le pays de résidence. Donc Samantha, qui connaît bien ces dossiers, est tout à fait opposée à ça et essaye de peser pour que l'Éducation nationale reconsidère son point de vue. Je pense que peut-être par rapport au CAPES, il s'agit de la même chose. En tout cas, c'est un vrai sujet. Il y a une solution dont moi j'ai parlé au directeur des Français de l'étranger, dont j'ai parlé à M. Bouchard, dont j'ai parlé au secrétaire d'État déjà. La solution, elle se fait peut-être pas dans un claquement de doigts, mais c'est une vision là encore, c'est de créer un rectorat, une académie des Français à l'étranger, qui soit une académie de plus, comme il y a celle de Montpellier, de Limoges ou d'Amiens, et qui permettrait du coup qu'on passe son concours au sein de cette académie, en étant dans cette académie, et en faisant du coup de fait le stage dans cette nouvelle académie nouvellement créée, ce qui permettrait aussi de se débarrasser des problèmes d'enseignement détaché, dont les détachements sont refusés. Ils appartiennent à une académie de Nancy, et Nancy par exemple refuse, alors c'est pas Nancy, c'est Paris, Créteil, Versailles qui refuse les détachements en ce moment, voilà, et ça pose des tas de problèmes à toutes les rentrées scolaires. Donc là, il y avait 106 détachements en septembre qui avaient été refusés. Donc voilà, donc mon projet, sachez que je le remets tout le temps sur la table. Ça ne se fait pas dans un claquement de doigts, mais je tiendrai vraiment fermement jusqu'à ce qu'on m'explique vraiment pourquoi c'est totalement impossible. Mais pour le moment, je n'ai pas reçu d'argument recevable. Donc je reviendrai dessus. Mais merci Marie-Claire pour cette question. Merci encore une fois pour tous ces messages. Ces messages, ça nous permet de revenir en disant, vous voyez, on nous interpelle là-dessus, apportez-nous une solution. Donc pour continuer sur le sujet de l'éducation, nous avons Elsa qui te demande, nous avons de plus en plus d'enfants de familles binationales boursières. Pourquoi ne pas créer ou favoriser un programme d'enseignement du français dans certaines écoles chinoises pour limiter les coûts? Alors, il faut savoir que il y a deux choses. Les bourses scolaires en elles-mêmes ne peuvent être attribuées qu'à un citoyen français qui est dans une école française.
c'est tout, il n'y a aucun moyen d'étendre ailleurs. En revanche, ce qui existe, et notamment en Nouvelle-Zélande, il n'y a pas d'école française en Nouvelle-Zélande, ce sont des sections bilingues, français-anglais, avec un label qui a été donné et des enseignants, donc les enfants là-bas ont 60% de l'enseignement qui est en français, 40% en anglais, mais sur la base d'un curriculum qui lui est néo-zélandais. Donc il faut réfléchir à ça et c'est tout à fait possible qu'en Chine, on mette cela en place. Ça ne répondrait pas, ça ne permettrait pas à ces enfants-là d'obtenir une bourse, ça ne serait pas possible, mais ça leur donnerait une éducation, en tout cas, ça leur permettrait d'avoir des bases solides de langue française, tout en ayant aussi un enseignement en chinois. Cette initiative en Nouvelle-Zélande a été mise en place par des parents. C'est une démarche de parents et le label derrière, qu'on appelle label France Éducation, qui est donné par le ministère de l'Éducation nationale, il faut le solliciter, il y a un cahier des charges pour pouvoir y répondre. Mais c'est tout à fait possible, mais là, c'est une initiative de parents qui démarchent une école locale et qui voient avec elle comment mettre en place ce programme. Si ça vous intéresse, je peux vous mettre en contact avec l'association qui en Nouvelle-Zélande a monté ça, qui a donc toute l'expérience et qui sait comment monter un dossier. Donc il n'y a pas de problème, je peux vous mettre en contact, vous m'envoyez un email et je vous donnerai les coordonnées des personnes qui font ça, notamment en Nouvelle-Zélande. Il y en a d'autres ailleurs, hein, mais là j'étais en contact avec eux tout récemment en Nouvelle-Zélande. Nous avons ensuite Vincent qui revient sur la question des frais de scolarité et leur évolution et qui cite entre autres les problèmes de l'AEFE et la coupe budgétaire et qui demande, étant donné ces mesures qui ont une source d'inquiétude importante pour nombre de citoyens et l'évolution des frais et la qualité de l'enseignement, quelles actions envisagez-vous? Alors, par rapport à ça, donc je pense que Vincent fait allusion à ça, donc il y a eu, le gouvernement a demandé à imposer des coupes budgétaires sombres en juillet dernier. Et pour l'AEFE, ça représente une coupe budgétaire de 30 millions d'euros. Et par rapport à ça, il y a 2 initiatives qui ont été lancées en parallèle. Je suis sûre qu'il y en a une troisième probablement qui verra le jour également. Au moment des rapports pour avis, j'ai un collègue, Frédéric Petit-Modem, qui lui était rapporteur pour avis sur la partie éducation du budget du ministère des Affaires étrangères, donc qui concernait l'AEFE. Et il a découvert ce que la Cour des comptes avait déjà souligné il y a quelques semaines, des doutes, il a émis des doutes sur la gestion, la façon dont l'AEFE gère son budget, son propre budget. Il a signalé dans son rapport pour avis. Et là, il y a une initiative qui a été prise par vos conseillers consulaires et simultanément, nous, députés français de l'étranger, avons pris également initiative et nous avons les uns et les autres, et c'est pas trop d'avoir plusieurs courriers qui enfoncent le clou. Nous avons envoyé un courrier au ministre, M. Le Drian, pour lui signaler notre étonnement sur cette gestion de l'AEFE et l'impact l'AEFE qui a un discours dans lequel elle dit « c'est à cause de ces coupes budgétaires que je suis obligée de vous demander d'augmenter vos écolages ». En réalité, il faut savoir que l'AEFE a des créances non recouvrées qui sont très importantes et qui en tous les cas couvrent la totalité de cette coupe budgétaire. Donc on aimerait tous savoir, vos conseillers consulaires d'un côté et nous de l'autre, et c'est en ce sens que nous interrogeons le ministre, pourquoi la coupe budgétaire est imposée aux familles sous la forme d'une augmentation des écolages, alors même que l'AEFE a des fonds simplement non recouvrés. Donc quelles sont ces dettes? Pourquoi ne sont-ils pas recouvrés? Comment pouvons-nous faire pour faire en sorte que le dossier avance et qu'il n'y ait pas d'augmentation aussi importante des frais d'écolage pour l'année prochaine? Il faut savoir que cette dette non recouvrée, si on arrive à agir, on a eu une information de l'AEFE, ça je le sais par ma collègue Samantha, qu'il faut que les initiatives soient prises très rapidement, en tout cas avant le 31 décembre 2017, pour pouvoir avancer sur ce dossier. Donc sachez que si vous entendez un discours qui vous dit c'est la faute au gouvernement qui fait une coupe budgétaire, le bon côté des choses, c'est que grâce à cette coupe budgétaire, moi j'essaie de voir le verre à moitié plein, hein, et bien d'un seul coup, les étonnements qu'on peut avoir sur la gestion financière de l'AEFE ressortent, et on aimerait comprendre comment contraindre l'AEFE à mettre en œuvre ce qui est nécessaire de mettre en œuvre pour qu'elle recouvre les créances qu'elle n'a pas obtenues pour le moment. Donc nous suivons cela de très près, on vous tiendra au courant, dès lors qu'on aura une réponse du ministre, ça vous sera communiqué. Nous
Passons ensuite à un sujet différent qui est celui d'actualité, le sujet du glyphosate. Oui. Nous avons reçu une question par écrit au sujet de la position d'En Marche et la tienne sur la question du glyphosate. Alors, vous avez peut-être vu sur le glyphosate. Donc le glyphosate, pour donner un petit peu de contexte, c'est la molécule qui est utilisée dans le fameux Roundup, l'herbicide, qui est vendu par Monsanto depuis 1974. Alors actuellement, pourquoi est-ce que d'un seul coup ce sujet est revenu dans l'actualité? C'est pour plein de raisons, mais notamment c'est parce que la Commission européenne avait une décision à prendre sur la durée de vie, parce que les autorisations de mise sur le marché de ces molécules ne sont pas ad vitam aeternam, elles sont régulièrement reconsidérées. Et là, la Commission européenne devait voter, et initialement, elle devait voter une autorisation de cette molécule qui aurait été valable, qui aurait fait foi dans les différents pays européens pour 10 ou 15 ans, enfin une durée extrêmement longue. La France a tout de suite dit qu'elle ne signerait pas ça, et la Commission européenne a reconsidéré, et actuellement, il est question que ce soit 3 ans ou 5 ans, il y a une hésitation. Côté français, vous avez pu voir un peu de flottement, d'interrogation. Pourquoi? Parce que simultanément, on s'aperçoit qu'en fait, les études qui valident cette molécule et les autorités qui disent que tout va bien avec cette molécule ont eu des comportements hautement critiquables. Et il y a des experts, des experts dont la parole peut vraiment être sérieusement mise en doute. Dans ce cadre-là, le gouvernement a saisi le Parlement du sujet, et au sein du Parlement, c'est la Commission de développement durable qui a saisi l'organisme auquel j'appartiens, qui s'appelle l'OPEX, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Nous sommes chargés donc d'étudier tout ce qui est connu sur cette molécule, de donner notre avis et de transmettre notre avis à la Commission qui la transmettra au gouvernement. Vous avez pu voir également passer une tribune de 58 députés La République En Marche qui étaient contre, qui demandent qu'on interdise totalement cette molécule. Donc, la situation est la suivante aujourd'hui. Nous sommes dans une situation où, au sein du groupe La République En Marche, il n'est pas question d'avoir on ne peut pas prendre un avis général, puisque nous attendons, tout le monde attend, ce rapport de l'OPEX sur le glyphosate, qui viendra début décembre. Ensuite, la question très complexe à laquelle nous devons répondre, c'est attention, si ce Roundup, et je n'ai pas de position personnelle, je ne peux pas vous la donner puisque je suis membre de l'OPEX, donc tout de suite, je ne pourrais pas vous donner ma position personnelle, mais je vous donne la situation pour que vous ayez le tableau total. Si nous interdisons demain le Roundup totalement, nos agriculteurs, qui ne sont pas dans une situation forcément facile, seront dans l'obligation de trouver une autre solution. Et quand on a un produit qui, sur le papier, dans les faits, depuis 1974, il faut voir que c'est un produit commercialisé depuis 1974, c'est un marché tellement énorme qu'il y a beaucoup d'industriels qui auraient rêvé de trouver quelque chose qui ait autant de qualité, avec peut-être évidemment moins d'inconvénients. Rien n'a pu être mis au point qui ait les mêmes qualités que le Roundup depuis 1974. Donc ça pose vraiment question. Ça veut dire qu'il faut peut-être revoir la façon de faire de l'agriculture. On ne peut pas dire à nos agriculteurs du jour au lendemain, alors vous allez changer vos méthodes, vous allez faire autrement. Il va falloir accompagner ce processus. On ne pourra pas du jour au lendemain l'interdire, c'est vraiment mettre toute une population en grand danger alors qu'elle a déjà souvent 400 € de retraite à la fin et qui vivent parfois pour certains d'entre eux avec moins que le SMIC par mois. Donc on ne peut pas passer du jour au lendemain, il faut être extrêmement vigilant dans les décisions qu'on prend. Mais on doit se poser la question, qu'est-ce que c'est que ce glyphosate? Comment agit-il? Quel est son impact sur notre santé? Pourquoi on nous a caché des choses? Pourquoi il y a des études qui n'ont pas été diffusées? Moi je vais beaucoup travailler sur le côté intégrité des structures de validation des molécules, parce que là il y a quand même des grosses questions à se poser. Donc pendant que d'autres vont travailler sur la molécule glyphosate elle-même, moi je serai sur le côté intégrité scientifique, parce qu'on est en train de se dire finalement il y a une autorité, je ne peux pas lui faire confiance. Donc il y a des vrais sujets très graves qui se posent ici. Donc vous voyez que le glyphosate est complexe, et c'est peut-être pour ça que vous posez la question pourquoi la République En Marche dans son ensemble n'a pas pris une décision de groupe. Voilà, c'est parce que pour le moment on n'a pas les éléments pour pouvoir prendre une décision sans mettre en péril. On peut avoir une position personnelle par rapport à la molécule, mais là faisons très attention, on ne peut pas tout envoyer promener d'un seul coup et mettre en difficulté toute une frange de notre population que sont les agriculteurs qui sont déjà en grande difficulté. Donc il faut absolument les accompagner et voir comment on peut sortir du glyphosate pour aller vers autre chose et vers quoi et comment. Voilà.
Donc, tout autre sujet, nous avons également reçu plusieurs questions au sujet des impôts et notamment le centre des impôts des non-résidents. Oui, d'accord. Alors, les impôts. Beaucoup de questions sur les impôts en France. Alors, j'ai une visite qui est organisée en fin novembre avec la directrice du centre des impôts des non-résidents à Noisy-le-Grand. J'ai appris récemment, parce que certains de mes collègues ont déjà visité le centre, donc on a échangé nos informations. Ils nous ont communiqué les informations qu'ils avaient reçues. Clairement, je n'ai pas les explications, mais il apparaît que le centre des impôts des non-résidents est complètement sous-équipé en personnel, puisqu'actuellement, pour traiter le nombre, ils reçoivent un tel volume d'emails. Ils ont 6 mois de retard dans le traitement des emails. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 3 novembre, ils répondent aux emails qu'ils ont reçus il y a 6 mois. C'est un vrai problème. Le téléphone, évidemment, comme ils ne répondent pas aux emails, les gens téléphonent, c'est bien normal. Donc le téléphone, il n'arrive pas non plus à répondre à tous les appels téléphoniques. Donc c'est un vrai sujet et moi je vais en discuter, je voudrais essayer de comprendre pourquoi. Alors c'est une structure qui ne dépend pas du ministère des Affaires étrangères avec lequel j'ai travaillé étroitement, mais qui dépend donc du ministère des Finances. Donc je verrai à prendre les contacts nécessaires, mais nous ferons une opération concertée avec mes collègues. Je n'irai pas moi toute seule, nous irons tous ensemble, députés de la majorité, soulever le problème auprès des impôts. Il faut qu'on trouve une solution. Vous ne pouvez pas rester sans réponse à vos questions comme ça pendant 6 mois. 6 mois, vous avez explosé vos délais de réponse. Voilà, donc, et y compris les emails par la plateforme. C'est la même chose que ce soit un email que vous envoyez par l'email qui est donné sur votre feuille d'imposition ou l'email qui est donné sur votre compte internet des impôts, c'est monservicepublic.fr, c'est exactement pareil. Le délai de réponse est tout aussi extravagant. Donc c'est un vrai souci. Moi, je ne l'accepte pas et il faut absolument qu'on arrive à trouver une solution. Et là aussi, chaque fois que vous nous envoyez des messages, merci pour vos messages. C'est en quelque sorte un peu autant de parrainage que j'accumule et que je peux aller montrer en disant écoutez, vous ne pouvez pas laisser les choses en l'état, c'est juste pas possible. Regardez sur ce dossier, le délai va être prescrit. Voilà, donc n'hésitez pas. Je sais que ça fait beaucoup d'emails pour moi, mais c'est pas grave. Ça met de l'eau à mon moulin et ça me permet d'avoir encore plus d'arguments quand j'arriverai face à la directrice Mme Darcier pour évoquer ce sujet avec elle. Voilà ce que je peux vous dire en l'état pour les impôts pour le moment. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de droit et notamment de en quoi consiste la protection consulaire? Ah, d'accord. Alors, j'ai été interpellée sur des situations que je ne peux pas évoquer là publiquement, des situations très personnelles de Français qui peuvent avoir des relations avec le système judiciaire du pays où ils sont, dans le cadre d'un divorce, d'une procédure pour leur entreprise, toutes sortes de situations. Il faut savoir que la protection consulaire que la France peut apporter consiste uniquement lorsqu'il y a, dans le cas extrême, où il y a une personne qui soit en garde à vue ou voire incarcérée, mise en prison. La protection consulaire, ça consiste uniquement à vérifier que les conventions de l'AE sont respectées et que la personne est convenablement traitée, a accès à un avocat, voilà, que les conditions d'exercice du droit sont justes et conformes à la convention de l'AE. En revanche, la France ne peut absolument pas interférer avec une procédure judiciaire en cours dans un pays de résidence. C'est-à-dire que si il y a un procès qui est en cours, si je pense à plusieurs cas dans le monde où nous avons un citoyen français qui se trouve emprisonné, la France ne pourra pas intervenir pour enlever le français de cette procédure dans laquelle il se trouve. La procédure judiciaire en vigueur dans le pays doit suivre son cours jusqu'au bout. La France ne peut absolument pas interférer. Il n'y a rien à faire. Si vous avez un exemple en tête il y a quelques années, qui était l'histoire du chanteur Bertrand Cantat qui avait été emprisonné en Lituanie suite à un jugement. Le jugement a eu lieu, il a été condamné, il a purgé une partie de sa peine de prison en Lituanie. Ensuite, une convention entre la France et la Lituanie fait qu'il a pu purger la fin de sa peine en France. Mais vous voyez que la France n'a absolument pas intervenu, ça n'a rien à voir avec le fait que c'était une personne publique. Dans tous les cas, la France ne peut pas intervenir. Donc c'est très important. J'y pense parce que on a parfois des jeunes Français qui commettent des petites choses et qui se retrouvent à avoir maille à partir avec les autorités de police locales. Ben, sachez que le consulat local ne pourra pas intervenir pour
permettre à ce citoyen français d'échapper en quelque sorte à la juridiction locale. C'est absolument pas possible. Voilà, donc c'est pas une position de principe, c'est une position de droit. Nous n'avons pas interféré, nous n'aimerions pas d'ailleurs, si c'était dans l'autre sens, hein, qu'un citoyen d'un pays tiers qui aurait des soucis avec la justice en France, son pays vienne nous le retirer à notre justice pour qu'il ne soit pas jugé. On ne l'accepterait pas du tout. Donc voilà, même si nous, des situations peuvent nous paraître profondément injustes, on n'a pas la possibilité d'intervenir. Donc je pense que c'était important de repréciser parce que ça concerne beaucoup nos concitoyens. Actuellement, sachez que nous avons un peu plus d'1 millier de Français qui sont emprisonnés dans le monde. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions, Stéphanie? Oui, nous avons reçu des questions également en avance au sujet du duplicata du permis de conduire et comment faire pour un Français de l'étranger pour demander son duplicata. Alors oui, quand on regarde effectivement le droit français, on s'aperçoit que avoir une voiture dans un garage à côté d'un aéroport où nous arriverions en provenance de l'étranger pour récupérer notre voiture et conduire lorsque nous sommes en France, ça c'est un cas de figure qui semble être totalement hors du champ des autorités françaises. C'est-à-dire qu'on ne peut ni récupérer un duplicata de permis de conduire, ni avoir une carte grise. La situation, par exemple, on choisirait dans le pays où nous sommes, moi je parle de Singapour, mais ça pourrait être un autre pays, on n'a pas besoin de voiture, on n'a pas besoin de passer le permis de conduire, mais on habite dans ce pays, mais on revient en France régulièrement et on a envie de sillonner les routes de France avec notre propre voiture, pour des raisons personnelles, c'est notre choix, ça, c'est pas prévu. Donc je trouve ça extravagant, donc sachez que ça c'est un sujet que j'ai l'intention de mettre, si c'est moi qui récupère la mission sur les Français de l'étranger, c'est un sujet que je souhaiterais insérer, moi ou celui qui la récupérera, je lui demanderai d'insérer ce sujet. Je veux parler de la mobilité internationale des Français. La mobilité, c'est la mobilité partout, y compris lorsque nous venons. Moi, j'ai rencontré des Français qui sont venus passer 3 mois en France, par exemple. 3 mois, on a quand même besoin d'une voiture. On ne peut pas louer une voiture pendant 3 mois avec un permis qu'on aurait obtenu ailleurs. On n'a pas forcément obtenu un permis ailleurs parce que là où nous habitons, nous n'avons pas forcément besoin de conduire. Donc voilà, donc il faut que les autorités françaises comprennent ces cas un peu différents et comprennent que la façon de bouger dans le monde est différente. Et je travaillerai. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution, effectivement, sauf à tricher. Je suis obligée de vous le dire, hein, sauf à tricher. Vous demandez à un parent, un proche de vous faire un faux certificat d'hébergement. Je le dis publiquement parce que ça me permettra d'enfoncer le clou et je veux que le sujet soit porté sur la table. Il est anormal aujourd'hui qu'on soit obligé d'en venir à une procédure de triche en faisant croire qu'on habite en France temporairement pour pouvoir obtenir un duplicata de permis de conduire ou pouvoir s'acheter une voiture avec une carte grise. C'est tout à fait un certificat d'immatriculation comme ça s'appelle maintenant. C'est tout à fait anormal, il faut trouver une solution à ça. Donc je porterai le sujet et je veux qu'on trouve une solution. Voilà. Et encore une fois, bon, il faut savoir que après quelques mois au contact de l'administration française, j'ai compris une chose, c'est qu'ils aiment bien quand les choses ne bougent pas, ça les arrange. Hein. Je crois que nous, les députés, ils ont bien senti d'ailleurs qu'y arrivant, on n'a pas du tout envie que les choses ne bougent pas. Et ça les surprend un petit peu, mais ça sera comme ça, il faudra qu'ils s'y habituent. Donc je ne suis pas la seule. Hein. En tout cas, le petit groupe que nous formons avec les députés français de l'étranger, tous ensemble, nous sommes un peu des agitateurs. Hein, et c'est très bien comme ça. Donc on essaiera de faire bouger les choses, on vous tiendra au courant. Mais permis de conduire, certificat d'immatriculation, il faut que ça change, ça ne peut pas rester en l'état. Donc ensuite, nous avons reçu en avance une question de Patrick citant l'utilisation des réseaux sociaux pour communiquer, disant que tout le monde n'est malheureusement pas connecté aux réseaux sociaux. Et est-ce que tu aurais la possibilité de maintenir une permanence ou de rester en contact d'une autre manière que par Facebook Live? Alors, Patrick, je comprends ce sujet. Moi, j'ai 49 pays. Chaque fois que je me déplace dans un pays, je tiens une permanence. Donc là, la semaine prochaine, je vais en Inde, je vais à Bangalore et à Pondichéry. Je tiens une permanence à Bangalore, une permanence à Pondichéry pour recevoir... c'est Pondichéry et Chennai ou... Bangalore et Pondichéry. Bangalore et Pondichéry, voilà. Donc j'aurai une permanence où je vais rencontrer les Français qui souhaitent me voir. Je ne peux pas faire plus, je ne peux vraiment pas me dédoubler. En revanche, et les réseaux sociaux sont quand même une grande aide. Je n'ai pas d'autre solution à apporter. 49 pays, 10 fuseaux horaires, c'est vraiment compliqué de faire autrement que de passer par les réseaux sociaux. Les emails, c'est différent, c'est moi qui vous envoie de l'information, c'est pas un échange comme on peut avoir là. Donc tout ce que je peux proposer, c'est les rencontres individuelles lorsque je vais dans les pays, mais sachant que sur 49 pays,
les pays, je peux les voir au mieux une fois par an. Hein. Je n'arriverai pas à faire beaucoup plus que ça. Le Facebook Live que lui, j'essaye de maintenir tous les premiers samedis du mois. Voilà, j'aurais du mal à faire beaucoup plus que ça. Je ne suis pas dans une configuration d'un département où je peux avoir dans la préfecture ou à proximité de la préfecture un local où je peux recevoir les gens tous les samedis matins, jour de marché. C'est vraiment pas du tout comme ça. C'est très particulier. Maintenant, je suis ouverte à toute proposition et si vous avez des idées à suggérer, envoyez-moi un email et on réfléchira à la solution que vous pouvez proposer. Absolument. Nous avons ensuite reçu une question de Francis au sujet de la CFE, citant le fait qu'il manque des hôpitaux conventionnés, entre autres à Pékin. Est-ce que tu aurais des informations au sujet de l'évolution de la CFE et de la position de la CFE à ce sujet-là? Alors, j'ai rencontré le président de la CFE, M. Alain-Pierre Mignon, qui m'a exposé des grands projets. Je sais qu'il a pour objectif d'augmenter le nombre d'hôpitaux conventionnés dans les différents pays où la CFE a des adhérents. C'est dans son projet, mais là aussi, les choses ne se font pas en un jour, mais c'est clairement dans ses projets, ça se fera. J'ai bien conscience que pour vous, c'est toujours trop lent, et pour moi aussi, de l'autre côté, c'est très frustrant. Mais voilà, il faut tout le temps revenir, le demander. Donc moi, je suis en contact régulier avec M. Alain-Pierre Mignon pour lui demander où il en est. Mais je sais qu'il le fait, ça, il le fait. Maintenant, d'une façon générale, dans le fonctionnement de la CFE, M. Alain-Pierre Mignon est conscient du fait qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Vous avez vu passer un email, vous avez sans doute reçu un email il n'y a pas longtemps proposant un nouveau service qui fait qu'il répond dans les situations urgentes sous 24 heures. On voit bien qu'il y a un effort chez eux, ils essayent de faire un effort pour améliorer la qualité de service au sens général, c'est à la fois l'accès, les réponses aux questions et l'accès aux soins, la prise en charge des soins. Donc je suis vigilante à ça, j'ai personnellement demandé, il y a un certain nombre d'organismes dans lesquels leur conseil d'administration a un parlementaire qui est présent dans leur conseil d'administration. Ça n'est pas le cas de la CFE pour le moment, donc moi à Paris je mène un travail pour essayer de voir comment. Et moi, j'ai postulé personnellement, en tant que parlementaire, je pouvais être membre du conseil d'administration de la CFE. Je vous tiendrai au courant, je verrai comment ça évolue. Ça me permet d'avoir un regard beaucoup plus rapproché des décisions qui sont prises, de l'évolution, des choix qui sont faits. Ça me permet de revenir vers vous avec des réponses beaucoup plus précises que celles que je vous donne aujourd'hui, dont j'ai bien conscience qu'elle est très imparfaite. Mais en tout cas, sachez que j'ai beaucoup de messages sur la CFE. Je suis bien consciente qu'il y a un certain nombre d'adhérents CFE qui ont des difficultés de relation avec la CFE. Est-ce que c'est parce qu'ils ne se comprennent pas, on ne leur a pas donné toutes les infos, il y a des choses qui ont changé, le changement ne répond pas à leurs besoins ou leurs attentes. Bon, il y a clairement des soucis, donc je voudrais vraiment clarifier tout ça et pouvoir vous apporter des réponses beaucoup plus étayées que ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc c'est un des dossiers que j'ai avec moi et sur lequel je travaille. Donc rentrer au conseil d'administration, ça sera une première étape, et puis continuer les discussions avec M. Alain-Pierre Mignon, qui est très aimablement, elle m'a dit qu'il répondrait à toutes les questions chaque fois que je lui en soumets. Donc voilà. Donc là, j'ai une liste de questions, en tout cas, je peux vous dire, qui m'a été transmise par email sur la CFE, que je suis en train de reclasser, de structurer pour pouvoir les transmettre à M. Alain-Pierre Mignon. Et je reviendrai pour ça, ce sont des emails personnels, je répondrai à chacun personnellement. Nous pouvons prendre peut-être une dernière question. Oui. Ça serait certainement celle de Vincent, Oui. qui retourne sur le sujet de l'éducation et qui insiste sur le fait que les annonces de réduction de postes résidents expatriés s'élèvent à environ 500 personnes sur les 3 années à venir. Oui. Quelle est votre position dessus? La position personnelle. Alors, je vais donner une position personnelle, sachant que, comme j'ai dit tout à l'heure, je travaille en groupe avec mes collègues et que sur le sujet, c'est vraiment Samantha Casbonne qui est beaucoup plus au point que moi. Donc là, 500, ça me paraît beaucoup. Je n'ai pas ce chiffre-là en tête, mais je vérifierai avec Samantha ce qu'il en est. En tout cas, il y a une centaine pour l'année à venir, 2018. Hein, moi, c'est ce que j'ai vu passer. Alors, c'est un vrai sujet. L'AFE prend des décisions qu'on ne comprend pas, eu égard à ses finances et à l'état de ses finances. C'est très surprenant. Ensuite, derrière, la question qu'il faut se poser, qui est fondamentale, c'est, moi je vais vous dire, parents d'élèves, que le prof il soit expatrié, résident, tout ce qu'on veut local, tout ce qui compte pour moi, c'est la qualité de l'enseignement qu'il délivre à mes enfants. C'est ça qui compte. Donc, je sais que Samantha travaille notamment sur la possibilité pour que les enseignants qui sont embauchés en contrat local puissent avoir accès à des formations de qualité, sachant que dans les contrats locaux, on a quand même un certain nombre d'enseignants qui sont en fait des enseignants qui sont formés, Éducation nationale, avec une formation française, CAPES, Agrègue, etc., mais qui se retrouvent pour des sortes de contingentement
au statut d'employé local. Donc il faut d'une part pouvoir embaucher ces gens-là dans de bonnes conditions de protection sociale et de qualité de l'enseignement, et donc de qualité de la formation continue à laquelle ils peuvent avoir accès. Donc il y a des choses qui ont déjà été mises en place. Je sais que Samantha travaille à ce dossier-là pour s'assurer que tous les enseignants locaux puissent avoir des formations de qualité, qualifiantes, et qu'ils puissent reconnaître leur qualité à égalité avec ceux qui seraient expatriés ou résidents. Donc si vous voulez, pour moi, ce n'est pas tant une question de statut que de qualité de l'enseignement qui est délivré. Car c'est ça la clé. Au bout du compte, nous voulons que nos enfants reçoivent une éducation de qualité. Et sans sacrifier de qualité, ça veut dire que l'enseignant qui va délivrer cet enseignement se sente bien dans sa vie. Donc, s'il se sent bien dans sa vie, ça veut dire que ses conditions d'emploi sont convenables. Donc, ce n'est pas un statut. L'enseignant, ce n'est pas forcément le fait qu'il soit expatrié ou résident qui va regarder, c'est est-ce que son salaire est acceptable ? Globalement, l'ensemble de ce à quoi il peut prétendre, est-ce que ses conditions de vie locales sont acceptables, est-ce que sa protection sociale au sens large est acceptable, donc le côté maladie, maternité et retraite. Donc à partir du moment où vous avez un enseignant localement qui a des conditions de travail acceptables et qui en plus se trouve être quelqu'un de bien formé et à qui on propose des formations continues de qualité, son statut, ce n'est pas un problème. C'est pouvoir lui offrir tout ça. Et c'est tout ça à quoi Samantha est en train de travailler, s'assurer que les enseignants recrutés localement puissent être des enseignements bien dans leur travail pour pouvoir diffuser et délivrer un enseignement de qualité à nos enfants. C'est ça la clé de la question en ce moment. Ce n'est pas forcément uniquement une question de statut. Ça, Stéphanie, voilà, là, ça va fait pratiquement 1 heure. Nous arrivons à la fin de notre permanence. Ça passe très très vite. Oui, merci beaucoup Anne. Merci Stéphanie, merci à vous tous d'avoir été présents sur ce live. Continuez à nous envoyer des questions. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est autant d'arguments à présenter à mes interlocuteurs à Paris. Continuez à nous envoyer des idées. Prochainement, je ne vous en ai pas parlé, mais sachez que je vais vous envoyer un email, ça sera vers décembre, dans lequel je vais vous solliciter pour vous demander votre avis sur la représentation des Français à l'étranger. Donc, votre point de vue sur ce système qui existe depuis 2014. Que pensez-vous du système avec vos conseillers consulaires? Comment ça se passe, la relation avec eux? Quel service ils vous apportent? Quel service vous souhaiteriez qu'ils vous apportent en plus? Voilà, donc je vais vous interroger, vous recevrez un questionnaire, ce sera début décembre. Voilà, donc j'ai vraiment besoin de vos avis, je compte sur beaucoup d'entre vous pour répondre et pouvoir avancer et réfléchir à comment faire évoluer ce système et au mieux des aspirations, les vôtres, les élus aussi seront consultés bien entendu. Voilà, donc c'est un sujet sur lequel je vous interrogerai début décembre. Et d'ici là, bienvenue à toutes vos questions. Je vous souhaite bon vent à vous tous, toujours à votre écoute, donc n'hésitez pas, les emails, essentiellement par email, la communication maintenant, c'est beaucoup plus facile de tout centraliser car je reçois de plus en plus de messages et c'est une excellente chose. Et puis plein de suggestions, d'idées, n'hésitez pas, on est là pour ça, on est là pour échanger, pour en parler et pour voir comment avancer au mieux de votre vie sur place dans vos pays de résidence, que je souhaite la plus heureuse et la plus épanouie possible. A très bientôt à tous, rendez-vous le premier samedi du mois prochain, qui sera donc le premier samedi de décembre, et ce sera encore a priori en direct depuis Singapour en principe. Voilà, bonne journée à tous et très bon week-end, au revoir.